Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité, les concertations se poursuivent au ministère de la Santé. Depuis 15h cet après-midi, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale échange avec les autorités pour arriver à une trêve. Le mot d'ordre de grève du Sincha est donc toujours d'actualité. Les sinistrés du marché Nyoko 2 reçoivent le soutien de l'Union pour le progrès et le changement. L'incendie survenu le 10 mars dernier a causé d'importants dégâts en laissant les commerçants dans le désarroi. Pour l'UPC, ces derniers doivent eux-mêmes soutenir les efforts des autorités. Nous sommes le 13 mars et cela fait un an, jour pour jour, que la Côte d'Ivoire était touchée par une attaque terroriste. L'attentat de la cité balnéaire de Grand Bassam qui a fait 19 morts avait été revendiqué quelques jours plus tard par AQMI. Le pays tout entier a observé ce jour à 12h45 une minute de silence en hommage aux victimes. Ils ont certainement observé cette minute de silence. Ici à Ouagadougou, les membres de la délégation du ministère des Transports ivoiriens sont au Burkina dans le cadre du renforcement de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro. Ils ont été reçus en audience par le chef du gouvernement. La synthèse avec Pawandrogo, Jean Zorgo et Draman Dadian. Pour sa première visite de travail au Burkina, en tant que ministre des Transports de la Côte d'Ivoire, Amadou Kone est accompagné par son homologue burkinabé chez le Premier ministre Paul Kabatiba. Ils entendent renforcer l'axe Abidjan-Ouagadougou et faire du transport un véritable levier de développement des deux pays. Donc nous avons parlé du chemin de fer. Vous savez qu'il y a d'importants projets donc, de réhabilitation du chemin de fer. Abidjan-Ouagadougou avec un prolongement donc, à Kaya. Nous avons aussi parlé de transport aérien. Nous on a Air Côte d'Ivoire, il y a Air Burkina. Donc, comment est-ce que nous allons donc, renforcer la coopération aussi donc, à ce niveau? La fluidité du trafic routier a aussi été abordée au cours de ces échanges. Et le ministre Kone rassure, le projet de l'autoroute Ouaga-Abidjan prend forme lentement mais sûrement, car selon lui, la volonté politique y est de part et d'autre. Et avant de se rendre à la primature, le ministre Amadou Kone et le reste de la délégation ont nourri des échanges avec leurs homologues burkinabés sur la table de la rencontre des projets comme la réhabilitation du chemin de fer ou encore l'amélioration de l'espace aérien entre les deux pays. Les transports comme outil d'intégration économique, c'est là tout l'enjeu de la rencontre commentée pour nous par David Bambara et Christine Oumoussissé. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se parlent. Et le sujet d'échange, comment promouvoir le secteur du transport entre les deux pays voisins. Une rencontre entre les deux ministres en charge de la question, avec pour objectif la mise en synergie de leurs actions. Il s'agit du premier groupe qui va travailler sur ce qui est ferroviaire. Ensuite, il y aura un autre groupe qui va travailler sur l'aérien. Donc, tout ce qui est coopération aéronautique entre les deux pays. Et enfin, le troisième groupe sur les corridors. Donc, tout ce qui est transport du port d'Abidjan ou de San Pedro jusqu'au Burkina. Des réformes ont déjà été engagées par les deux pays pour le développement du secteur des transports. Et à cette rencontre, les attentes sont nombreuses. Donc les attentes sont simples. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait donc une circulation entre donc la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan, Ouagadougou, beaucoup plus fluide. Donc nous allons examiner donc ensemble toutes les décisions qui peuvent être prises pour que cela se fasse, au-delà même des directives et des règlements communautaires qui existent. La deuxième chose, il y a cet important projet ferroviaire dont M. le ministre a parlé tout à l'heure, et il nous faut prendre des décisions. La réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya permettra à terme une exploitation du chemin de fer dans des conditions optimales de sécurité et de confort pour le transport des voyageurs et de marchandises. Une réhabilitation qui sera à la charge du groupe Bolloré et va coûter 262 milliards de francs CFA.
On en vient à cette visite initiée par l'UPC. Le parti de Zéphirin Diabré est allé apporter soutien et réconfort aux sinistrés du marché Nyoko 2. Le 10 mars dernier, un incendie s'était déclaré dans ce marché causant de nombreux dégâts matériels. Le compte rendu de cette visite avec Adama Giti et Tanga Kafando. La délégation conduite par Rabi Yamiogo dit être venue constater les dégâts et compatir à la douleur des commerçants. Et c'est avec le Ranaba, le chef du marché, que la délégation découvre, hangar par hangar, l'ampleur des dégâts. Rien n'a été sauvé dans ce marché. Tout est parti en fumée, que ce soit les pagnes, les céréales ou les condiments. Quant à l'incendie, nous n'avons vu que du feu. On ne peut vraiment rien dire sur ses origines. Pour l'UPC, ces incendies à répétition constituent de sérieux obstacles à la relance économique au Burkina Faso et il appartient aux autorités de prendre leurs responsabilités, mais aussi aux commerçants de s'organiser pour accompagner l'État dans la sécurisation des marchés. Depuis 2016, il y a eu une série d'incendies. Et 2017 est dans la même série, avec beaucoup d'incendies. Avec ce phénomène, le pays est plongé. Il faudrait que les autorités de ce pays puissent se prendre à bras le corps, parce qu'à chaque fois, on ne trouve personne. Les commerçants nous ont dit qu'ils ne connaissent pas l'origine, il n'y a pas de coupables. Et les coupables courent toujours, depuis 2016 à maintenant. Nous nous interrogeons jusqu'à quand on va mettre fin à ça. L'incendie du marché de Nyoko est survenu le 10 mars 2017, causant d'importants dégâts, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. C'est une situation qui n'est pas sans conséquence sur le secteur privé, un secteur pourtant sollicité dans le programme de développement du gouvernement burkinabé. Le partenariat public-privé est en effet prôné par les autorités politiques pour peu que ces mécanismes soient maîtrisés. Les acteurs intervenant dans la chaîne de production donc de ces PPP ont passé en revue 94 projets inscrits dans le PNDS. Leurs recommandations sont consignées dans ce reportage signé Gérard Sommet et Bouma Ernest Nebier. Au cours de cet atelier, il a été question pour la structure Think Tank International Burkina d'outiller les différents acteurs qui interviennent dans le partenariat public-privé PPP au Burkina afin qu'ils puissent être plus opérationnels. Ces experts en PPP ont donc échangé et partagé leurs expériences 2 jours durant avec tous les acteurs qui interviennent dans la réalisation des projets PPP. Nous avons organisé l'atelier pour à la fois évaluer, proposer et renforcer les capacités des différents acteurs afin donc d'arriver donc à élaborer ensemble et à produire des outils d'aide à la décision. Les participants ont passé en revue les 94 projets inscrits dans le cadre du PNDS. Ils ont aussi formulé des recommandations pour une bonne marche du PPP. Une initiative bien appréciée par le gouvernement. Dans le cas du PNDS, une bonne partie du financement sera fait par les nationaux, à plus de 60%, mais également par les partenaires institutionnels, mais également par les privés, par le biais de PPP. Donc il est important que nos différents acteurs au niveau des ministères puissent partager les bonnes pratiques, voir comment on préserve la qualité du Burkina sur le marché financier, comment on assure justement que l'endettement ne soit pas excessif et comment surtout on évite les pièges qui peuvent exister dans les contrats qui ont été mal montés. Venus des secteurs publics et privés, les participants ont reçu au terme de l'atelier des attestations de participation. Et tous espèrent que cette rencontre va contribuer à la réussite des projets PPP. Depuis 15 heures, les responsables du ministère de la Santé et ceux du syndicat national des travailleurs de santé humaine et animale sont en concertation, une concertation qui se poursuit jusqu'à 7 heures. Et la discussion porte sur les 65 points de la plateforme revendicative du SINCHA. Ces points se résument à l'amélioration des conditions de travail, des infrastructures sanitaires, de la sécurité des agents de santé, mais aussi de la participation du SINCHA à la gestion des structures de santé et de sources administratives. Le point qui empêche jusqu'à présent la signature d'un protocole d'accord est celui des indemnités. Le syndicat ne semble pas approuver le taux proposé par le gouvernement. Nos reporters sur place, Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima, reviendront donc avec des informations au cours de nos prochaines éditions.
Des agents de la santé dans les locaux de la RTB, c'était ce matin sur initiative de 2 associations en collaboration avec celle des femmes de la chaîne publique. Elles ont été invitées à se faire dépister du VIH-Sida, du cancer du sein et de celui du col de l'utérus. Les séquences d'une journée pas comme les autres à la télévision nationale avec Konsoun Koulibaly et Vincent Kiendrabeogo. Les femmes de l'association James Taba, de l'association Enfants en difficulté, en collaboration avec celle de la RTB, font une halte pour penser à leur santé. Elles ont conjointement organisé une série de dépistages du cancer du sein, du col de l'utérus et du sida. Moi-même étant un agent, je vois que ici les femmes bougent beaucoup. À 4 h du matin, les tantes Flore, elles sont sur la route en train de venir pour travailler pour le bon déroulement du service ici et pour entretenir les téléspectateurs en haleine. Mais c'est parce qu'elles sont en bonne santé qu'elles le font. C'est pour cela que nous avons décidé de nous arrêter ici pour faire ces séries de dépistages-là, afin de pouvoir aller de l'avant. Au début, vraiment, moi-même, j'avais peur, puisque ça fait 3 ans de cela, je n'ai pas fait l'examen. Bon, vraiment, je m'inquiétais au début, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Cet exercice de dépistage a été effectué par une équipe conduite par le professeur Jean Lankwandé du CHU Yalgado Ouedraogo. Notre objectif, c'est d'aller vers les femmes, et donc que les femmes viennent chez nous. Donc aujourd'hui, nous sommes à la RTB. Ce car contient d'abord une table d'examen ici, pour le dépistage avec des moyens très simples, qu'on appelle l'inspection visuelle après application d'acide acétique et après application de Lugol. Donc c'est une méthode colorimétrique très simple qui permet de dépister des lésions précancéreuses et de les traiter. Les membres des associations concernées se sont mobilisés pour l'opération. Selon leur premier responsable, toute femme déclarée positive bénéficiera d'un suivi avec le soutien de ces associations et leurs partenaires. Ouvrons à présent une large page consacrée à la culture et nous commençons par la ville de Sia qui a donc accueilli le Festival du cinéma africain. Une trentaine de films à l'affiche, la crème de la 25e édition. C'est ce que soutiennent les organisateurs les organisateurs de cette édition qui s'est achevée ce week-end à Bobo-Dioulasso. Le point avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Je voudrais, au nom du ministre de la Culture, ne pas dire moteur ça tourne, mais simplement dire déclarer, lancer le FESPACO à Bobo-Dioulasso. C'est ainsi parti pour FESPACO Bobo 2017. Pendant 4 jours, les cinéphiles bobolais pourront suivre quelques films projetés lors de la 25e édition du FESPACO. Nous sommes venus à Bobo avec 34 films exactement, qui sont donc répartis dans différentes catégories. C'est-à-dire que vous avez les fictions long métrages, des courts métrages, des séries télévisuelles et des documentaires. Pour cette édition, c'est la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso et l'Institut français qui sont retenus comme salle de ciné. Les organisateurs invitent donc le public bobolais à prendre d'assaut les lieux de projection afin de pouvoir non seulement suivre les films sélectionnés, mais aussi encourager les cinéastes et acteurs qui ont effectué le déplacement de la ville de Sia. Ce n'est pas une fiction, mais une coutume respectée depuis bien longtemps. Le Dima de Yako fait allégeance au Moronaba. C'est un rituel que doit effectuer tout chef de la localité après son intronisation. Pour l'occasion, nos caméras ont pu s'introduire dans le palais de l'empereur Demosé. Aminata Gansonré, Zali Sassanfo, reportage. Des rituels, des prestations de troupes de danse. On souhaite ainsi la bienvenue au Dima de Yako chez le Moronaba Bango. Une visite obligatoire qui rentre dans le cadre de son intronisation. Je suis à ma première visite chez le Moronaba et je remercie le chef des Mossé pour l'accueil. Je prie Dieu qu'il nous donne longue vie. C'est une tradition que nous devons respecter puisqu'il est notre chef suprême. Pour les habitants de Yako, c'est un honneur d'accompagner leur chef.
Et ils disent accomplir cette obligation sociale avec beaucoup de fierté. Initié par nos grands-parents, c'est un rituel que nous devons obligatoirement soutenir. Nous profitons de l'occasion pour demander à nos enfants de nous accompagner dans nos coutumes. Les gens plaisantent avec, mais ces histoires de coutumes sont plus sérieuses que ça. Selon la tradition, chaque Dima de Yako doit rendre visite au Mogonaba dans les 3 années après son intronisation. C'est le lieu pour le nouveau chef de demander des conseils pour mieux accomplir sa mission. Allons à présent à Isuka. Isuka, c'est le premier quartier de la ville de Koudougou. Eh bien, dans le palais d'Isuka, une particularité, le guide et le protocole du chef est d'origine française. Depuis 16 ans, il exerce ces 2 fonctions aux côtés du chef. Une rencontre entre 2 mondes au nom du métissage culturel. C'est à voir dans ce reportage de Christine Koulibaly et Pamwadrogo Janzongo. Palais d'Isuka. Ce décor traditionnel et muséal attire chaque année des milliers de visiteurs soucieux de prendre du bon temps, mais aussi curieux d'apprendre un pan de l'histoire des Yaméogo. Aussi sont-ils plus curieux quand cette histoire est contée par Rossi le Tengambiga. Les lions, c'est parce que le nom de la famille ici, c'est Yaméogo, Yamoyogo. C'est lui qui est allé conquérir la brousse. Donc le premier qui a dominé toute la brousse, qui a dominé tous les animaux de la brousse, c'est le lion. Donc une identification entre les Yaméogo et les lions. Pour moi, il était en visite comme nous, mais quand on me l'a présenté comme un guide, je me suis dit que c'est bien parce qu'il s'est intéressé à notre culture, il s'est investi, il est resté et il a voulu expliquer la culture aux autres personnes qui veulent savoir. La passion de découvrir l'autre a permis à Patrick Rossi, français d'origine, issu de la région de Bordeaux, de maîtriser les us et coutumes de la chefferie d'Isuka et de l'expliquer avec dextérité aux visiteurs. J'ai appris l'histoire de la famille Yaméogo, j'ai appris les comportements des uns et des autres, les situations qui doivent être faites. Je me suis introduit dans la culture Mwaga. Intellectuellement, je suis curieux. Chaque week-end, quand je suis là, je lui raconte une portion. Au départ, c'était comme ça. Je lui raconte une portion, je lui explique ce qui se passe et il reprend et je corrige jusqu'à ce que on arrive à une version définitive. Et c'est avec ça qu'il répercute au monde et qu'il explique aux gens. Si bien qu'au départ, même si les gens ne comprenaient pas, les gens ont fini par accepter et beaucoup aimer. Que quand on lui porte un masque, vous n'allez pas savoir que c'est un blanc. Désormais, il s'appelle Tengambiga Yaméogo et sa rencontre avec la culture Mwaga, essentiellement caractérisée par l'oralité, crée un métissage culturel et surtout une nouvelle forme de gestion et d'organisation ici au palais d'Isuka. Un des avantages comparatifs, c'est qu'eux, ils écrivent tout ce qui se passe. Nous, on compte tout ce qui se passe. On dit oui, il y avait beaucoup de monde, mais combien de monde? Et tout ce qui se passe, comme votre visite à Isuka aujourd'hui, a été transcrit par lui et restera pour la postérité. La chefferie, aujourd'hui, j'entends, doit s'organiser. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire s'organiser? Il faut planifier. Par exemple, il faut planifier les visites, il faut planifier les interventions, il faut planifier tout ce que nous entreprenons comme aménagement au sein de la chefferie. Et tant que cela n'est pas planifié, c'est compliqué. Et pour le chef d'Isuka, la présence de Patrick Rossi apporte un aspect cartésien à la chefferie et la modernise, chose nécessaire aujourd'hui à sa pérennisation. Le stade municipal Joseph Konombo a ouvert ses portes au public pour un concert d'hommage. Plusieurs artistes modernes et traditionnels ont rivalisé de talent pour dire merci à un promoteur immobilier. Les raisons d'un tel concert dans ce compte-rendu signé Gérard Sommet, Salifou Belem et Vincent Kendrebeogo. Il n'y avait pas assez de place pour le public au stade municipal Joseph Konombo ce dimanche. C'est là que les artistes nationaux ont dressé leur tribune et se sont succédés sur scène pour un grand concert. Un concert donné en hommage à un homme, Abdoul Ouedraogo, dit Abdoul Service. Ce promoteur immobilier est à la une de l'actualité des œuvres caritatives au Burkina Faso. Désigné homme de l'année 2016 par Radio Salan Kolonto, il est également la tête d'affiche du baromètre du Faso de notre confrère le Faso.net. Tout ce que je voudrais faire comprendre au peuple burkinabé, moi Abdoul Ouedraogo,
Toutes les œuvres que je fais ça au nom de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être candidat, je n'ai pas besoin de faire la politique. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je demande à tous ceux qui prennent tout leur temps à critiquer que ça c'est la politique. Même s'ils n'ont pas pitié de moi, ils n'ont qu'à avoir pitié de ceux que je donne des coups de main. L'événement a eu le soutien du ministre de la Culture qui a assisté au concert. Tahirou Bari qui dit venir soutenir la richesse d'un cœur. Nous sommes venus soutenir Abdoul Service, non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il a un cœur riche. Nous sommes venus rendre hommage à Abdoul Service parce qu'il s'est agrandi en décidant de se mettre au service d'une grande cause. Cette cérémonie a été organisée par les artistes pour lui démontrer qu'ils sont avec lui, qu'ils le soutiennent, qu'il mérite ce que Radio Salankoroto a fait. Et le public en a eu pour son compte avec la prestation de plusieurs artistes comme Des Altino, le Prince National, ou le désormais Naba de Adam Tienga, Flobi. Un spectacle gracieusement offert. Hors de chez nous, mais pas très loin, la Côte d'Ivoire se souvient. Le 13 mars 2016, un commando faisait irruption dans la station balnéaire de Grand Bassam, faisant 19 morts. C'était un dimanche, jour d'affluence. Il était 12h45. Depuis lors, l'enquête a permis l'arrestation de plusieurs personnes liées à cette attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous en savons plus avec nos homologues donc ivoiriens. Le réseau des terroristes qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire le 13 mars 2016 sur les plages du Grand Bassam est plus que jamais dans le collimateur des enquêteurs. Les victimes directes, notamment les 33 blessés, et les parents des personnes qui ont perdu la vie, continuent d'espérer en la justice. Je voudrais m'incliner respectueusement sur la mémoire des morts et ensuite rendre hommage à tous les blessés, ceux qui continuent aujourd'hui de traîner les stigmates de cette attaque. C'est d'ailleurs en pensant à toutes ces personnes qui constituent pour nous une source de motivation supplémentaire que nous faisons tous les efforts pour faire avancer les enquêtes. Plusieurs personnes ont d'abord été interpellées, 16 personnes. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une trentaine de personnes interpellées, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. La justice ivoirienne est sur la piste de plusieurs personnes impliquées dans l'attaque de Grand Bassam, selon le procureur. Dès les premières heures, ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a revendiqué à travers sa branche Al-Noura Mitoun et qui a désigné Kouta Dalla, qui était à Abidjan, comme le planificateur. Mais nous sommes conscients que c'est des pions qui ont été utilisés et que les vrais organisateurs sont dans l'ombre. Pas plus tard que le week-end dernier, au niveau de Dakar, il y a eu 2 arrestations. Au Mali, il y a au moins 4 arrestations qui ont été opérées de ceux-là même qui ont tout organisé, planifié et qui ont envoyé des jeunes gens pour tirer à bout portant sur des Ivoiriens qui étaient à la plage et qui aspiraient juste à un moment de détente. Pour faire face aux urgences, les attributions des ministères de la Défense et de la Justice ont été renforcées. Une cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme a été également mise sur pied. Cette unité composée de policiers, de gendarmes et de magistrats planifie les actions préventives à toute attaque terroriste. La cellule logée au ministère de la Justice a un contact permanent avec d'autres procureurs au niveau international. Des rencontres ont eu lieu au Kenya, à Bamako et au Sénégal dans le cadre de cette enquête. À ce niveau, la collaboration de la Côte d'Ivoire avec le Mali a donné quelques résultats. Le Mali est très engagé. Les responsables de sécurité au niveau de toutes les frontières se réunissent souvent également pour échanger les informations. C'est d'ailleurs au niveau de ces échanges des informations que nous leur donnons et qui ont permis donc d'aboutir à ces prises qui sont assez importantes. Puisque aujourd'hui, c'est vraiment le Kouta Dalla qui est encore recherché. Sinon, même les autres qui n'ont pas encore été appréhendés, nous avons des informations qui nous permettront de remonter. Le terrorisme n'a pas de frontières. Les enquêteurs n'en auront pas non plus. C'est pourquoi la justice ivoirienne travaille très étroitement avec le FBI, des spécialistes allemands, français et Interpol pour dénicher les penseurs des attaques meurtrières. Mais cet effort international ne suffira pas, selon le procureur. Les populations doivent s'impliquer en dénonçant tout fait suspect.
Le Brexit britannique, la montée en puissance de l'extrême droite sont autant de réalités qui font vaciller l'Union européenne en cette année 2017. Qu'à cela ne tienne, le mouvement de citoyens Pulse of Europe a organisé un rassemblement à Berlin, lequel rassemblement a été relayé dans plusieurs autres capitales européennes. Le ton monte dangereusement entre Ankara et plusieurs États membres de l'Union européenne. En campagne électorale auprès de la diaspora turque, comme ici à Metz, plusieurs ministres turcs ont fustigé les villes européennes qui refusaient de les accueillir, à l'image de Rotterdam. Aux Pays-Bas, la soi-disant capitale de la démocratie, et je dis ça avec des guillemets parce qu'ils sont la capitale du fascisme, a déclaré hier le chef de la diplomatie turque après une manifestation de soutien à Ankara dispersée manu militari non loin du consulat de Turquie à Rotterdam. Le Premier ministre néerlandais refuse de présenter les excuses exigées par Ankara après avoir décidé d'interdire la venue de ministres turcs. Certains politiciens turcs parlent de nazisme, de fascisme en évoquant les Pays-Bas. Ce pays, comme l'a rappelé le maire de Rotterdam samedi, a été bombardé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. C'est totalement inacceptable de parler ainsi, dit-il. Bien sûr qu'il n'y aura pas d'excuses et c'est eux qui devraient nous les présenter pour ce qu'ils ont fait. En campagne dans le nord de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan hausse le ton et galvanise une foule venue l'écouter, les hommes séparés des femmes par une barrière de sécurité. Les Pays-Bas n'ont rien d'un pays membre de l'Union européenne, dit-il. C'est une république bananière. Le monde est témoin de la façon dont ils nous ont fait la leçon sur les droits humains, l'état de droit et la démocratie depuis des années alors qu'ils sont loin de ces valeurs. Recep Tayyip Erdogan fait campagne pour le oui au référendum du 16 avril qui vise à renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Revenons sur l'actualité nationale avec le sport. Ce matin, plusieurs signatures apposées donnent le top départ de la Coupe de l'Assemblée nationale. Le football est la discipline concernée dans les catégories cadettes et minimes. Ibrahima Sombier et Victorien Marienne nous en disent plus. Si le football a quitté les rues pour des cadres mieux élaborés, il est tout naturellement de bon ton de lui trouver aussi un cadre d'expression afin de le rendre plus compétitif. C'est dans cette dynamique de la formation de la relève que se sont engagés l'Assemblée nationale, le ministère des Sports et des Loisirs et la Fédération burkinabé de football en formalisant cette convention de partenariat de 2017 à 2020. Par cette convention, l'AN est promotrice d'une compétition nationale de football dans les catégories cadettes et minimes. Un ouf de soulagement que les acteurs autres visionnaires appelaient de tous leurs vœux. Je pense que la qualité même du sport commence par la jeunesse. On veut redynamiser toutes nos régions. Vous allez voir, ça va prendre. Et moi, je suis très, très rassuré. Et il y aura de la compétition. Et nous, c'est ce que nous attendons, que les jeunes puissent quand même aller sur le terrain pour évoluer au lieu de rester à la maison, faire autre chose. Par ce tacle, la représentation nationale fait sienne l'adage qui dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point. La Coupe de l'AN en football de petite catégorie prendra son envol le 25 mars prochain à Kaya et connaîtra son épilogue le 29 juillet 2017 à Bobo-Dioulasso. Au nom du rayonnement du Parlement burkinabé, dans la mise en œuvre de son plan stratégique 2017-2020 et de la détection des talents, ce partenariat tripartite est historique et par ces temps qui courent, du pain béni dans la pratique du foot à la base au Faso. Notre activité se situe au-dessus des opinions et des partis politiques. C'est une activité nationale, c'est une activité patriotique. Nous voulions qu'à partir de la base, nous puissions créer par cette compétition un fonds footballistique. Nous ne nous substituons pas au gouvernement pour mener des activités de l'exécutif. Nous jouons notre rôle de lien avec le peuple à la base. D'un coût estimé en première lecture à 80 millions de nos francs, l'honneur revient à tous les jeunes footballeurs des villes et des campagnes et aux organisateurs de se mettre à la hauteur et de mériter la confiance placée en eux
par la représentation nationale. Une grande première en tout cas. Litige foncier entre Sabou et Thiou, les quotidiens tirent la sonnette d'alarme. À l'unanimité, les journaux sont revenus sur le congrès du parti au pouvoir qui s'est achevé ce dimanche à Ouagadougou. La revue de presse est avec Vincent Kendrobego. Le dernier congrès du MPP dans la presse, ça y est, Salifou Diallo, pleinement président du parti, secondé par Simon Compaoré. Et le pays se demande si ces deux fortes personnalités au tempérament explosif pourront tenir au mieux le gouvernail. Parmi les grands défis qui les attendent, selon le journal, il y a la cohésion au sein du parti du Soleil Levant. Car l'indiscipline de certains militants constitue la principale menace qui guette le MPP. Et le pays en veut pour preuve l'issue des élections municipales où certains ont fait fi des consignes du parti. Salifou et Simon pourront-ils alors discipliner les chevaux indélicats de l'écurie, s'interroge le journal. C'est dans leur intérêt, semble indiquer aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, ils doivent remassifier le parti, rassembler au large et faire revenir les ouailles qui prennent le large. De toute façon, l'opposition se pourlèche les babines et attend le bon moment pour attaquer. Tension entre Sabou et Thiou dans le Boulkiamdé, c'est l'Obs qui lance l'alerte à sa une. Un litige frontalier entre les deux communes rurales serait à l'origine de quelques saccages pendant ce week-end. Le calme est retrouvé, mais pas la solution définitive. Plus un seul jour sans parler du cas du Nord dans la presse, constate l'éditorial de Sidoya. Et si les médias étaient la solution ? On ne demande pas aux forces de défense et de sécurité de dévoiler leur stratégie ou de médiatiser leur position dans le Sahel, mais savoir faire usage des médias pour expliquer les actions en cours est nécessaire, écrit l'éditorialiste. Après l'attaque du 15 janvier, plus aucune nouvelle sur cette affaire, contrairement aux autorités ivoiriennes qui informent le peuple de l'évolution du cas de Grand Bassam. Les Burkinabés ont besoin d'être rassurés, affirme le journal. Et merci d'avoir suivi le nôtre. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.